sur la libre antenne, comme tous les soirs, de 21h à minuit. Ce soir, donc émission exceptionnelle, émission spéciale, Les Rois Maudits avec Alain Benajam. Bonsoir Alain. Merci pour l'exception. Ah bah c'est quand même on va dire, une grande histoire, cette histoire de Rois Maudits. Tu m'as fait bosser. Hein. Ah non, mais il a fallu... Si je divorce, ce sera de ta faute. Parce que là déjà... Les deux émissions précédentes sur la guerre aéronavale et puis là ça a été dur. Ensuite il y a eu la finance. Bon ça j'étais déjà beaucoup plus affûté là-dessus, ça a été plus léger. Mais alors là, les Rois Maudits, bonjour le boulot, hein, parce que c'est quand même de l'histoire. C'est de l'histoire de France parce que autant dire c'est une histoire vraie parce qu'il y en a plein ils se sont dit bon. C'est un peu fantasme, quand plus ils ont vu le teaser, ils se sont dit bon ça fait un peu Hollywood, mais non, il y a c'est de la vraie histoire. C'est vrai que mon dada c'est le Moyen-Âge, tu l'as vu, on a fait une émission sur le Moyen-Âge, mais je ne suis pas agrégé d'histoire, hein, je ne suis qu'un autodidacte, et donc je connais l'histoire contextuelle du Moyen-Âge, à la limite... les dates, si le comte de machin s'est marié avec la duchesse de Trucmuche, ils ont eu 3 mômes, il y a eu la bataille machin, si tu veux, des fois ça a de l'importance, des fois ça n'en a pas, et là on va s'intéresser aussi au contexte. Oui, parce qu'il y a tout un contexte quand même historique à chaque fois qu'il faudra un peu rappeler. Un contexte historique et social. Et social. Et social, parce qu'il faut savoir que la plupart du temps, on agit en dehors de notre volonté réelle, en dehors de notre réflexion. Voilà. Hein. La plupart des actions que nous menons sont des actions qui proviennent de nos acquis, ce qu'on appelle en ethnométhodologie, vous savez que j'aime bien suivre cette discipline, ce qu'on appelle des allants de soi, et qui sont des acquis, on va dire culturels, qui sont donnés par la société, par l'entourage. Et là, ces acquis culturels auront une certaine importance, et notamment, encore un domaine qui m'intéresse beaucoup, qui est ce que le 19e siècle a appelé l'amour courtois, mais qui est encore une invention de ces abrutis du 19e siècle, mais que le Moyen-Âge appelait le fin amour, qui n'a rien à voir, ça n'a rien de courtois. Ce sont des règles sociales de rapport entre les hommes et les femmes, des règles sexuelles, il faut bien le dire, et cet environnement, évidemment, va jouer un rôle, notamment dans cette affaire des Brus du Roi. Alors, les Brus du Roi, alors... C'est une très grosse affaire. C'est une grosse affaire. Alors, retraçons le contexte. Le roi, déjà, c'est Philippe le Bel. Mais là, tu me ramènes à la fin l'exposé. Ah ouais, donc... tu me ramènes à la fin. Alors moi, j'ai préparé un exposé avec une séquence. D'accord, ok. Et tout bazar. Mais tout ça, c'est pour dire que dans cette affaire, les femmes vont jouer un grand rôle. Ouais. Hein, il y a des femmes fortes, des femmes de pouvoir, dont la femme de Philippe le Bel, Jeanne d'Aragon. Et il faut dire que dans le contexte du Moyen-Âge, pas du Moyen-Âge, on va oublier le terme, dans le contexte de la féodalité. Hein. Ouais. On a vu dans notre émission sur le Moyen-Âge que la féodalité apparaît à peu près au 10-11e siècle, qu'elle s'impose au cours du 11e siècle. Et puis, il y a 2 grands siècles qui en sont les héritiers. Il y a le 12e et le 13e siècle qui sont l'apogée d'une civilisation. On va en parler de cette civilisation. Je vais montrer des images de Paris à cette époque-là. C'est une très grande civilisation. Et donc c'est une civilisation qui va durer 2 siècles, 3 siècles, dans lequel les femmes vont jouer un rôle parce que elles sont
placés de par le contexte féodal dans une position élevée, hein, puisque il y a tous ces codex qui apparaissent, donc ces manières de se comporter, qui font que, par exemple, un chevalier doit aimer une dame d'un rang supérieur à elle. Et donc, ces dames-là, il y a des dames très puissantes, hein, parce que les femmes peuvent hériter des apanages. Ce qu'on appelle un apanage, c'est un duché, un royaume, voilà. Elles héritent des apanages, évidemment, dans le cas où il n'y a pas d'héritier mâle, mais ça arrive relativement souvent, et elles héritent en toute propriété de ces apanages. Hein. Et donc elles sont souveraines, réelles, comme on a eu Aliénor d'Aquitaine, qui était souveraine complètement en Aquitaine, hein. Elle se marie avec Louis VII. Et puis, bon, ça va pas, elle avait la cuisse quand même un petit peu légère, hein, puisque ça se faisait. Donc, voilà, on l'a accusé d'avoir eu des rapports avec son oncle à la croisade. Puis ensuite, il y avait eu la visite de Henri, le jeune Henri, avec sa mère Mathilde de Normandie, qui briguait le trône d'Angleterre, hein, elle qui était mariée avec Geoffroy Plantagenet, hein, celui qui avait le Genet sur son chapeau, qui a donné son nom à toute une dynastie anglaise. Et donc, elle avait jugé que le grand et bel Henri était bien mieux que son Louis VII, qui était tout sombre et qui passait son temps en prière. Et donc, elle venait de ces cours du Midi qui cultivait justement les poèmes, la musique, et son père, Guillaume le Troubadour, était lui-même un écrivain. Et là, j'ai eu la surprise aussi en cherchant qu'on voit sur Internet énormément de chansons, de textes, c'est d'une très très grande richesse. Et dans ces rapports hommes-femmes, on va voir qu'il y a une évolution qui au début du temps du père d'Aliénor, les chansons sont plutôt paillardes, hein, on parle un peu de baise, hein, il faut dire ce qu'il y a. Et puis Aliénor d'Aquitaine va reprendre un petit peu tout ça, va définir des règles qui sont écrites noir sur blanc, que reprendront sa fille Marie de Champagne, la fille qu'elle a eue avec Charles VII, qui est mariée avec le comte de Champagne, et qui vont donc donner un ensemble de règles qui seront écrits dans le De Amor. C'est tout un opuscule dans lequel il est écrit comment il faut se comporter. Voilà, comment il faut se comporter. Et donc, la société vit de ça, et surtout, évidemment, la société nobiliaire. Mais il n'y a pas que la société nobiliaire, il y a les bourgeois, hein, et puis ces chansons sont aussi données dans la rue, parce qu'on appelle des jongleurs qui se produisent sur les marchés, devant la place des cathédrales. C'est-à-dire que tout ce contexte du Finamore et de cette manière de se comporter entre un chevalier et sa dame, eh bien, elle se répand dans toute la société. Et donc, une des règles, évidemment, majeures qu'on voit dans Chrétien de Troyes et les chevaliers de la table ronde, hein, c'est que le chevalier, évidemment, rend hommage, qui est l'hommage féodal. On a vu donc la même, exactement. Voilà, qui rend hommage, et on verra dans tous les codex des jeunes chevaliers qui rendent hommage à leur dame, et ça, c'est un rite féodal. C'est-à-dire que le chevalier rend hommage à son suzerain, et il rend hommage à la femme du suzerain, et qui devient son chevalier servant. Évidemment, théoriquement, il ne couche pas avec.
Et donc, évidemment, mais il lui écrit des lettres d'amour qui sont très très chaudes. Et qui lui... Donc, en fait, c'est tout un code de retenue, en fait. Hein, voilà, on n'est plus comme avant, où les hommes raptaient les femmes, les violaient, etc. Là, il y a un environnement qui socialise les rapports hommes-femmes, qui les rendent vivables, surtout pour les femmes. Voilà. Et c'est surtout les femmes qui vont répandre ce code-là, et ils vont se répandre à l'encontre de deux puissances qui vont s'opposer, celle de l'Église. Alors, l'Église regarde d'un œil plus ou moins approbateur, réprobateur, l'aspect féminin qui est non sexuel, mais il y a beaucoup de codex qui seront écrits, notamment le fameux De Amor de Alain Le Champlain, ou André Le Champlain, on verra ça tout à l'heure, qui d'abord sera interdit par l'Église en 1277, quand l'archevêque Étienne Tempier va censurer un certain nombre de choses, dont ce traité d'amour courtois et aussi l'Université de Paris, dira, ben voilà, il y a à peu près 260, 200 ou 220 propositions, enfin plus de 200, qui seront censurées en disant, ben, vous n'avez pas le droit de dire ça, pas le droit de dire ça. Et donc, il y en a 6 d'aspect sexuel qui sont aussi censurés, c'est-à-dire qui montrent que quand même les mœurs étaient relativement libres, et que cette affaire des Brus du Roi est venue quand même dans un contexte qui existe. Hein. Par exemple, on va parler d'une fille, Isabelle, la fille de Philippe le Bel, une des filles qui, elle, est mariée avec le roi d'Angleterre, Édouard II. Elle vient à la cour de France avec son amant Mortimer. Bon. Mais elle dit oui, mais moi j'ai un amant parce que mon mari est homosexuel. Donc, mais lui, son mari, il s'affiche avec son amant aussi. Donc voilà, bon. Donc on voit qu'ils ne sont pas si prudes que ça, mais ces pauvres filles, comme elles étaient vouées à enfanter le roi de France, et que le roi a un côté sacré, au sens religieux du terme, c'est vraiment sacré, et donc elle se devait d'être parfaitement qu'on ne pouvait pas douter que le descendant capétien puisse ne pas être sa descendance. C'est ça le problème, il ne fallait pas douter. Les autres pouvaient en gros faire ce qu'ils voulaient, mais certainement pas des femmes qui étaient promises à enfanter des rois, quoi. Ouais. Voilà. Donc ça c'est essentiel. On va revenir là-dessus parce que comme je disais, on réagit, tout le monde réagit en fonction de l'environnement. Mais moi qui suis vieux, j'ai un environnement qui est déjà extrêmement différent de celui que j'avais dans ma jeunesse. Donc je n'ai plus du tout les mêmes réflexes de pensée. Je les ai plus. Ça a changé. Voilà. Et donc, étudier l'environnement culturel, c'est quoi l'environnement? L'environnement, c'est ce qui est défini par les médias, c'est ce qui est défini par la littérature, aujourd'hui c'est par la télévision, mais aussi, en ce temps-là, c'était la littérature, les troubadours, et ce qui est défini par l'art, l'art qui donne aussi cet environnement culturel, et donc et qui joue sur notre manière d'appréhender le réel. Voilà. Alors, vas-y, parle un peu. Alors justement, pour venir... Je bois un peu. Voilà. Alors, on va
puisque là on va... Alors on peut commencer. On peut commencer un peu, voilà, pour situer justement ce contexte. Parce que voilà, les rois maudits, voilà, ça commence par un roi. Alors on va commencer par le père de Philippe IV le Bel, hein, qui est le Philippe III le Hardi, et Philippe III le Hardi, qui est lui le fils de Saint-Louis. Voilà. Hein. Et lui, Philippe III le Hardi, il va avoir une vie courte, mais très, très mouvementée, très guerrière. Hein. Alors, il y a plusieurs affaires. Alors, il faut dire déjà que le siècle de Saint-Louis, le grand-père de Philippe le Bel, c'est le très grand siècle. Voilà. C'est le très grand siècle pour la France. C'est le très grand roi, donc Louis IX. Hein, oui, il est un peu con, mais non, mais il nous a été érigé comme. Oui, bon, d'accord. Attends, il va aller vouloir délivrer le tombeau du Christ de Jérusalem en allant à Tunis. Bon, franchement, il n'avait pas lu les cartes. C'est un peu planté, bon. Il est mort là-bas. Non, bon, mais il faut dire que lui, il y est pour rien. Il y a une économie qui se développe, hein, et on va voir là, on passe la vue numéro 1, là on va le sacre du père, hein. Voilà. Donc là, ça c'est le sacre du père. Donc voilà, le sacre voilà, je l'ai passé parce que c'est une image, d'époque. Et lui, il est engagé dans les guerres d'Aragon. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on peut revenir, mais il y a toute une histoire. Alors l'Aragon, il faut rappeler c'est où, parce que l'Aragon, c'est la Catalogne. C'est la Catalogne actuelle à peu près, vous voyez, la région qui jouxte les Pyrénées, le sud de l'Espagne, le nord-est de. Oui, mais il y a une partie qui est en France aussi. Le Perpignan fait partie de l'Aragon. Voilà, bien sûr. Hein. Voilà. Et donc il y a deux grosses affaires, hein, de son temps. Il y a l'affaire avec l'Aragon, et qui sont des guerres à la fois de succession du royaume de Sicile et de Naples, hein, et puis les guerres de succession de Navarre. Hein, parce qu'il faut voir que ça va se terminer par le mariage du fils de Philippe III, très jeune, avec Jeanne de Navarre, qui sera aussi très jeune, ils seront enfants. Et donc, à l'époque, on va reparler de ces histoires du pape qui faisait la pluie et le beau temps en excommuniant Pierre-Paul Jacques. Et alors là, ça va un peu gaver Philippe le Bel, ça. Et donc, le pape avait excommunié à la Frédéric Hohenstaufen, l'empereur d'Allemagne, et puis ses fils. Voilà. Hein, et qui était aussi excommuniés. Il faut dire que l'Empire romain-germanique. Ils étaient, oui, mais lui, il était bien en Sicile et il était bien avec les Arabes. Voilà, il a été habillé à l'arabe, il avait un harem, ça faisait la foutre et mal, ça plaisait pas au pape. Hein. Et puis il laissait les musulmans. Parce qu'il disait, ouais, mais moi j'aime bien l'appel du muezzin. Et donc il avait une armée de musulmans, il avait des mercenaires musulmans, donc lui il était bien avec les musulmans. Voilà. Et quand il a négocié la reprise de Jérusalem, hein, et quand on lui dit, bon, bah, les musulmans lui disent, bah, tu peux reprendre Jérusalem, donc ils sont venus, ils ont commencé à démonter les croissants des mosquées, et il dit, non, vous laissez-les, non, vous laissez tout ça. Voilà. Bon. Donc lui il était très tolérant, donc il avait été excommunié. Et puis derrière, son fils, Conradin, a été frappé de la même excommunication. Alors quand tu es excommunié, ça veut dire que tu n'as plus aucun droit. Tu n'as plus aucun droit et tout le monde peut t'attaquer. Voilà, tout le monde peut t'attaquer. C'est-à-dire que lui, il était roi de Sicile et de Naples, hein, et en même temps qu'empereur, et que à ce moment-là, le pape l'excommuniant, il dit, t'es plus roi, t'es plus rien. Et donc n'importe qui a évidemment une force suffisante peut lui piquer son Et on va voir que durant cette époque, ça va être permanent, quoi. Hein. Quand on a vu
par exemple, Philippe Auguste, récupérer toutes les possessions des Plantagenets en France parce que Jean Santerre a été excommunié parce qu'il avait enlevé une dame, il l'avait enlevé, bon, ça ne se faisait pas, il était excommunié, mais bon, tout ça, ça pouvait s'arranger avec le pape, on verra, Philippe le Bel, il va avoir son pape à lui, comme ça, il sera tranquille. Il sera peinard, et donc, le frère de Saint-Louis, donc, avait été allé lever une armée. Il s'est dit, bah tiens, moi je vais défendre le pape, je vais lui piquer Naples et la Sicile. Hein, donc on voit toujours les frères, hein, on en discutait tout à l'heure, les cadets, eux, ils n'ont rien. Donc, il n'y avait rien dans l'héritage, il faut le rappeler. Voilà. Quand il y avait un héritage, c'était le... Donc comme le frère, il n'avait rien, il s'est dit, bah tiens, je vais aller quelque chose. Et donc, il était Charles d'Anjou, hein, puisque souvent le frère, il avait l'Anjou. Et donc, il a été attaqué les Hohenstaufen, et puis il a gagné, hein, il les a battus, hein, il les a même massacrés. Et puis, il est devenu roi de Naples et de Sicile. Et donc, mais l'Aragon, je ne sais plus, Pierre III, non, c'est pas, enfin, je ne sais plus le nom, l'Aragon, de par la dynastie avait des droits, donc ils se sont dit, bah non, c'est moi le roi, non, c'est toi, non, c'est moi, puis voilà. Et donc, les Aragonais avaient fomenté une révolte en Sicile qu'on appelait les vêpres siciliennes, donc un jour... les Siciliens qui en avaient marre des Français, qui se comportaient d'ailleurs très mal avec les gens du cru, avaient massacré tous les Français. Le jour des vêpres qu'on appelait des vêpres siciliennes. Voilà. Et donc Charles d'Anjou a dû s'enfuir et il s'était réfugié à Naples et il a pu quand même garder Naples. Et donc les Anjou sont restés rois de Naples très longtemps, puisqu'ils vont jouer un très grand rôle en Italie. Il y a encore d'ailleurs un château à Naples de facture française, un château fort, qui était donc des châteaux des ducs d'Anjou. Donc voilà. Donc il y avait et donc Philippe III est parti donc attaquer les Aragonais. Hein, donc il a pris Perpignan, il a pris Gérone, etc. Et puis finalement tout le monde est tombé malade. Et une épidémie, voilà, les vêpres siciliennes, c'est en 1282. Hein. On est déjà à la fin du XIIIe siècle. Hein. Et donc, c'est Pierre III d'Aragon. Hein. Ouais. Il sera excommunié, lui aussi, hein, parce qu'il a fomenté les vêpres siciliennes. Voilà. Et donc Philippe III a le droit de l'attaquer, et c'est ce qu'il fait. Bon, voilà. Donc il l'attaque, et toutes ces guerres-là menées par Charles d'Anjou et par Philippe III coûtent très très cher. Et donc ces guerres s'arrêtent, on trouve un arrangement, et notamment l'arrangement c'est que Philippe le Bel, tout enfant, se marie avec Jeanne de Navarre. Philippe III doit se marier avec Jeanne de Navarre. Il était tout beau. Qui est l'héritière donc du... L'héritière de la Navarre. De la Navarre. Voilà. Qui faisait partie de l'Aragon, mais qui se dissocie. Alors, on verra que cette Jeanne de Navarre, plus grande, elle sera souveraine. Alors, elle va hériter de la Champagne aussi. Hein. Donc, elle a deux apanages, la Champagne et la Navarre. La Navarre qui est en gros le Pays Basque, hein, voilà, Pays Basque, un peu élargi. Et donc, elle aura des soucis toujours avec les Aragonais en Navarre, et avec les Lorrains, qui font partie de l'Empire, en Champagne. Et elle va à la tête de ses armées. Hein. Parce qu'à l'époque, le souverain, t'es souverain, t'y vas, quoi, tu vois. Donc on a encore, voilà, comme on le rappelait, le contexte féodal où
il y a donc des espèces de domaines, donc des duchés, sur lesquels règne en fait, on va dire un grand chef qui, lui, est toujours le vassal du roi. Voilà. C'est ça le principe. Voilà. Alors, donc, c'est tout un principe qu'il faut bien comprendre. Le royaume de France est toujours défini, a toujours des frontières qui ont été définies par le traité de Verdun de 843 qui a partagé l'empire de Charlemagne. Voilà. Qui est en gros l'Escaut, la Meuse, la Saône et le Rhône. Hein? Donc c'est là ce qu'on appelle la Francia occidentaliste. Et dans cette Francia occidentaliste, il y a un domaine de souveraineté royale qui est très petit, qui est en gros l'Île-de-France et l'Orléanais. Voilà. Là, le roi, il est souverain là-dedans. Mais dans le reste, hein, le duc d'Aquitaine est souverain en Aquitaine, le duc de Bretagne en Bretagne, en Champagne. Ils sont souverains, ils battent monnaie d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, ça va s'arrêter, Philippe le Bel va arrêter tout ça et va dire, bah non, il faut une monnaie royale, donc il va être le premier à faire une monnaie qui sera valable partout. Tu vois un petit peu le bazar, tu allais d'un endroit à l'autre, il fallait changer de monnaie, donc il y avait beaucoup de changeurs, hein. Par là on verra le Ponto change. Hein, et puis on verra que par le change, on faisait du crédit, donc il y a les fameuses lettres de change qui sont des lettres de crédit, etc. Et donc chacun est souverain. Chacun fait ce qu'il veut. Souverain, ça veut dire que dans son domaine, hein, il fait sa politique, il fait ce qu'il veut. Le roi n'a rien à voir. Hein. D'ailleurs, on cite une fois Saint-Louis qui va en voyage, il est sur une terre, puis il assiste à un vol, un type qui vole, et puis donc on lui dit, bah tiens, mon roi, il faut juger. Ah, il dit non, moi je ne juge pas, c'est pas à moi, j'ai pas le droit de ban. Il y a ce qu'on appelle le droit de ban, de punir et contraindre, c'est bien précis, c'est le seigneur qui a seul le droit de punir et contraindre. Donc c'est ça. Et donc les femmes possèdent leurs apanages en toute propriété. Voilà, c'est-à-dire la fille aînée, elle hérite. Si elle hérite comme un homme. Elle hérite comme un homme. Donc elle hérite bien des titres, des propriétés, de l'usufruit. De tout. Alors, et donc quand elle se marie, elle le garde, son apanage. Elle le garde. Et son fils, on verra par exemple... Louis X de Hutin deviendra roi de Navarre à la mort de sa mère et non pas à la mort de son père. Donc lui, il hérite de sa mère. Hein, voilà. Et donc les filles héritent de la même façon, puisqu'il y a Jeanne II de Navarre qui aurait dû être reine de France. On verra avec l'invention de la loi Salique qu'il ne le sera pas. Et donc elles héritent en toute propriété. Et on verra que toute cette histoire est importante parce que ce ne sera pas respecté par cette affaire-là, hein, on va voir, parce que on va inventer la loi Salique pour que Jeanne II de Navarre soit pas reine de France, parce qu'elle était justement... Mais c'était une façon aussi d'augmenter son domaine, comme ça on mariait... c'est pour ça qu'il se mariait. Voilà, mais alors il fallait être bien avec sa femme, parce que si tu divorçais, la femme elle récupérait son droit. Récupérait son domaine, et ça a été le cas d'Aliénor d'Aquitaine, qui s'étant marié avec Louis VII, une fois qu'elle a trouvé que... Elle a repris l'Aquitaine. Voilà, elle a repris l'Aquitaine. Alors les divorces, ça se faisait comment? Donc c'était des histoires de pape, parce que on comprend qu'il cassait les pieds à tout le monde, parce que pour divorcer, on allait demander une dispense au pape. Et alors, on arguait sur des consanguinités. Hein, des consanguinés, 2e, 3e degré. Alors souvent, on divorçait avec une consanguinité lointaine. Hein, le pape dit, ah oui, bon, d'accord, il accorde le divorce. Bon, non, il filait du pognon, hein, bien sûr. Et puis, ils allaient se remarier avec le cousin germain, tu vois, derrière. Donc tout ça, c'est bidon, quoi, complet. Donc, bon. Mais ce pape joue un rôle considérable, et on verra que le rôle des papes va complètement gaver Philippe le Bel, puis derrière l'ensemble des rois de France qui ne vont pas admettre d'abord que les papes puissent désigner les évêques. D'ailleurs, l'empereur germanique, il a les mêmes problèmes. Hein.
Il était à Canossa avant. Hein. Bon, on va pas en refaire. On va pas, mais je sais qu'il a eu beaucoup de problèmes. Bon, et donc ça pose des problèmes de souveraineté. Hein. C'est vraiment la souveraineté qui pose un problème. Et donc, bon, voilà, donc ce rôle de la femme médiévale qui existe, et à côté de ça, il y a toute cette littérature qui font que ces dames peuvent entretenir des relations ambiguës avec de jeunes chevaliers. Voilà. Donc, on va passer à la vue numéro 2, hein, parce que c'est le contexte économique. Donc on voit une rue commerçante, le contexte économique qui est une explosion économique pendant ce XIIIe siècle. Et on voit que la population elle triple, et que il commence à y avoir de la pollution, il n'y a plus de bois, il n'y a plus de forêt, à la fin du XIIIe siècle, il y aura moins de forêt que maintenant. Ouais. Tu vois, donc on utilise le bois pour tout, pour construire. Alors on construit de partout. On aura construit en tonnage de pierre plus que pendant un siècle, plus que pendant toute l'Égypte ancienne. Hein. Et il faut voir que tout ça, ça reste, quoi. On en voit partout. En dépit du fait qu'au XVIIIe et au XIXe siècle, on a beaucoup détruit ça, parce qu'on méprisait cette époque, on a énormément détruit. On montrera à Paris ce qu'il était, et comment ces gens-là, au XIXe siècle, ont massacré Paris et toutes ces splendeurs architecturales qu'il y avait. Hein. Et donc, pendant ce siècle-là, donc on va passer la vue 3. Alors il y a aussi les marchands et l'industrie, on en a un petit peu parlé, ces fameuses usines cisterciennes qui utilisent le moteur hydraulique, qui va être utilisé vraiment partout. On va détourner les rivières, alors avec ce moteur hydraulique, on va faire des marteaux pilons, on va faire des moulins à battre, on va faire des soufflets pour les forges. Enfin, ce sera le moteur du XIIIe siècle, comme la vapeur sera le moteur. Mais ce moteur hydraulique, il va rester jusqu'au milieu du XXe siècle. Moi, je suis né dans une maison comme ça, où il y avait un moulin à eau, et où on utilisait, c'était la fin de la guerre, hein, des meules pour moudre des terres, pour faire des pigments, hein, des collants. Voilà. Donc cette technologie va subsister. Donc, à la fois, Philippe le Bel est très très endetté du fait de son père et de son grand-père, mais à la fois, il y a une très très grande richesse, hein, l'argent coule à flot de partout. Développement, un essor économique, voilà. qui se produit. Et puis il y a une classe bourgeoise qui se développe, et on verra que cette classe bourgeoise va beaucoup se développer dans le nord de la France et en Flandre. Ouais. Hein, des gens très très riches, des flamands bourgeois vont réclamer le pouvoir, et ils vont être en but, évidemment, avec le pouvoir royal. Avec les fameuses foires, etc. Qui faisaient alors il y a des foires, les foires de Champagne, qui vont enrichir la Champagne, hein, il n'y a pas encore le vin de Champagne. Hein. Oui, bien sûr. Hein, le vin de Champagne, c'est au XVIIIe siècle. Ouais. Et donc, la Champagne, comme les villes de la Troie, par exemple, Provins, vont vivre donc des foires, hein, où les Italiens et les Flamands se croisent là. Hein. Voilà. Puis après, ça va se déplacer à Saint-Denis, à côté, hein, d'où j'habite, à la foire du lundi et du Landy. Et donc, ça va beaucoup enrichir, et puis il y aura beaucoup de changeurs. C'est là où on invente la banque, les lettres de crédit. Il y a des banquiers. Et donc, il faut voir qu'à la fin du XIIIe siècle, l'environnement de la technologie économique est similaire à la nôtre. Hein. Il y a des entreprises des CRL, il y a un capitalisme, hein, donc on crée des entreprises par action, et il y a des banques, on prête de l'argent, il y a des banqueroutes,
il y a des dévaluations, on va en parler, puisque l'époque de Philippe le Bel va connaître un certain nombre de désordres monétaires et de banqueroutes qui vont affecter le royaume et qui vont évidemment avoir un rôle important, notamment dans le traitement réservé aux Templiers, mais pas seulement aux Templiers. Hein. Il y a eu les Juifs qui ont été expulsés et dont il y a eu les Juifs, les Florentins qu'on appelait les Lombards, voilà, mais qui étaient des Florentins. Il y avait Mouche et Coche, dans les Rois maudits on parle des fameux Mouche et Coche qui vont s'occuper de tous les biens des Juifs expulsés, puis eux ils seront expulsés après, quoi, tu vois, donc voilà, tout le monde va y passer. Hein, puis les Templiers vont s'occuper des affaires des Lombards, et puis c'est les Templiers. Donc, et après, Louis X le Hutin va faire revenir les Juifs, mais ils devront payer pour revenir. Donc à chaque fois, c'est cette histoire. Donc, et donc, dans la vue 4, on voit aussi, alors c'est important, au XIIIe siècle, c'est l'apogée de cette magnifique architecture que tout le monde peut voir et qui nous est laissée ici, surtout autour de la Seine, autour de Paris, ces fameuses, là c'est le cœur de la cathédrale d'Amiens. Il faut dire un chrétien sur deux va prier le dimanche dans une église qui a été bâtie pendant cette période. Donc il faut voir cette immense civilisation au XIIe et XIIIe siècle, c'est une civilisation, avec un début, une fin. Et la période des rois maudits représente la fin de cette civilisation. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu accepté de venir, parce que c'est pas pour parler du bouquin de Druon, vous pouvez le lire, et puis aussi, je me souviens de cette émission de Stelvio Lorenzi, quand j'étais jeune, tu sais qu'à cette époque-là, il y avait une télévision de qualité, et puis tout le monde regardait la même chose, et je me souviens que dans ma famille, tout le monde allait se mettre là à regarder l'émission des Rois Maudits, et qui était d'une qualité largement supérieure à l'espèce de crotte de bique qui a été faite il n'y a pas longtemps, qui était du n'importe quoi. N'importe quoi, j'ai même pas pu, j'ai regardé le premier épisode, ça m'a énervé, parce que comment on peut saboter une période historique de cette manière, c'est pas croyable. C'est assez qui c'est qui a pondu ce truc-là, une bonne femme, je sais pas. En tout cas, il y a pas longtemps. Alors les costumes, improbables, c'est n'importe quoi, c'est du carnaval. Les décors, n'importe quoi, rien à voir avec le gothique. Enfin bon. Au moins ils auraient pu se renseigner et de faire des gens. Si tu veux, c'est des personnages historiques. Ils sont dans l'histoire. Pourquoi les habiller d'une façon grotesque et les mettre dans un décor grotesque? Alors qu'il y a encore tellement de vestiges de l'époque qu'on pouvait, je sais pas, tourner ça au château de Vincennes ou quelque chose comme ça. Et donc, on sait comment ils étaient habillés, quoi, les gens. Voilà, bon, alors ça m'a énervé, parce que c'était n'importe quoi. Et il faut dire que le Moyen-Âge au cinéma est très mal rapporté. Très très mal rapporté. C'est un peu... Il n'y a pas un bon film. C'est passé Hollywood qui a un peu... galvauder cette image du Moyen-Âge, avec un peu un faux mythe fantastique. La médiévale fantasy. Fantasy, voilà, exactement. Ouais, qui n'a rien à voir. Quand j'étais jeune, il y avait la chose qui m'avait frappé, c'est le Ivanhoé, et à la fin, il y a eu Nordalie. Tu sais ce que c'était que l'Ordalie? L'Ordalie, c'était le jugement de Dieu. Et donc, quand il y avait un problème, un différend entre deux personnes, donc oui, vous allez vous battre, celui qui a gagné, c'est qu'il a Dieu avec lui, donc il avait raison. Donc c'était valable, y compris pour les paysans qui se battaient avec des bâtons ferrés, et donc les différends entre chevaliers, c'était un combat à mort. Et donc à la fin d'Ivanhoé, Ivanhoé se bat avec un noble normand, et là, c'est assez bien rapporté dans les équipements. Bon.
le seul film dont les équipements sont de l'époque et ont été soignés avec des conseillers, c'est Kingdom of Heaven. Mais pourquoi Kingdom of Heaven? Pourquoi en anglais, alors que c'était le royaume de Jérusalem, le royaume des cieux, alors que à Jérusalem, on parlait français, on ne parlait pas anglais. Hein, voilà, alors, bon, pourquoi ils ont mis Kingdom of Heaven? Tout ça, ils font que pour m'énerver, quoi. Bon, alors, voilà. Revenons à nos moutons. Et donc, voilà. Donc, aussi, le XIIIe siècle, c'est le rare ou le seul siècle où il n'y a pas eu de famine, de crise frumentaire. D'accord. Hein, et donc, à la fin de quand... alors, on va regarder la vue 5, on parlait des vêtements. Alors, hein, oui. Donc là, on a redécouvert, il n'y a pas longtemps, ce qu'on appelle le Codex Manessé, qui est un recueil de poèmes, de chansons et d'images. Il y en a des centaines, dont on en voit une, qui date de 1310. Hein, et bon, c'est allemand, mais bon, la vêture est la même. Donc on voit comment sont vêtus les gens en 1310, quoi, à l'époque des fêtes. Donc voilà, donc il n'y a pas comme à la télévision, les gens avec des pourpoints du XVe siècle. Des gens à la fin, au début du... non, c'est vêtements au début du XIVe siècle. Hein, c'est au début du XIVe siècle, 1310. Les gens sont habillés long encore. Oui, long, même les hommes portent des... long, et alors, c'est... Oui, ils ont ce qu'on appelle un bliot. Un bliot, d'accord. Hein, et le bliot des hommes et des femmes est quasiment similaire. C'est quasiment une mode unisexe. Les hommes et les femmes sont habillés pareil. Il n'y a pas ça de... devrait faire à nos amis féministes. Voilà. Il n'y a pas de grande solution. Après... Voilà, les bliots, voilà, et donc les vêtements commencent à être de couleur. Hein, donc c'est important parce que ce sont les Italiens qui ont quasiment le monopole des produits pour teinture, et c'est Florence qui a ça. Et donc la plupart du drap de laine, hein, c'est surtout du drap de laine, hein, est produit dans le nord du royaume, hein, en Flandre. Hein, c'est la Flandre, c'est le royaume de France. Ouais. Et donc c'est emmené par les Italiens à Florence et c'est teint par les Italiens et c'est revendu sur les marchés de Champagne. Donc ce sont des vêtements maintenant de couleurs, même parfois de couleurs très très vives, hein, ça fait même un peu perroquet. Et alors que oui, c'est vrai qu'on voit, il y a du jaune, du vert, on n'est plus trop habitué. Oui. Alors qu'avant, il y a un siècle avant, il n'y avait pas cette possibilité de couleur. Voilà. Donc le vêtement devient sophistiqué et les tisserands vont devenir des gens très très riches. Et justement, ces fameux tisserands de Bruges et Gand, hein, c'est eux qui vont causer des problèmes à Philippe le Bel, hein, parce qu'ils sont riches et ils veulent le pouvoir, et ils ne veulent plus qu'il y ait à Gand ce qu'ils appelaient les loliards. Loliards, c'était le liard qui veut dire le lys en flamand. Hein, ces gens qui parlent français, ces nobles qui veulent tout régenter et qui ne sont pas flamands, qui ne parlent pas leur langue, et ce n'est pas eux qui font tourner l'économie, etc., mais par contre qui en profitent. Donc là, il y aura une opposition sérieuse entre le peuple flamand et puis l'intelligentsia. Voilà, donc le vêtement féodal ici, et ce vêtement joue un rôle économique extrêmement important dans l'apport des richesses. Hein, voilà. Faut pas que je déborde non plus, hein, faut qu'on avance. Et donc, on va voir donc l'image 6, hein, ce qu'on appelle, c'est la cathédrale de Reims. Alors, elle est assez emblématique, la cathédrale de Reims, parce que c'est là où il y a les sacres. Hein, mais là, on voit, c'est le sourire du XIIIe siècle. Il y a, autour de la cathédrale de Reims, il y a
il y a près de 2000 statues. Donc la statuaire du XIIIe siècle et de la fin du XIIIe siècle est extrêmement sophistiquée. Donc il y a un art extrêmement évolué. D'ailleurs, quand on fait des cathédrales comme ça, c'est pas des trucs de manche, quoi. C'est une organisation, c'est une société qui est très très sophistiquée, très organisée. Hein. Et on voit donc à la vue 6, 6-1, voilà, 6-1. Donc une des sculptures de la cathédrale de Reims que j'aime bien parce que elle est très, elle est très sophistiquée. Elle représente. C'est du XIIIe siècle, ça. C'est du XIIIe siècle, oui. Du XIIIe siècle. Et les gens ont du mal à comprendre qu'au XIIIe siècle, on faisait. Alors on dit c'est la Renaissance, la sculpture. Mais non. Au XIIIe siècle, en France, on avait un art statuaire avec une expression du visage. J'ai pas pu tout vous mettre. Je remettrai sur mon blog toute une série de statues. Hein, on voit ici le drapé. Donc ça, c'est les yeux bandés, c'était la synagogue. On représentait les Juifs comme ça. C'est la synagogue qui est représentée comme ça. Mais il y a un millier allez voir la cathédrale de Reims, il y a un millier de statues comme ça autour de la cathédrale de Reims. Hein. Voilà. Alors, il y a aussi, on en parlera à la fin, à Paris, il y a une université qui est extrêmement renommée. Hein, Paris est la capitale européenne du savoir pour les écoles. C'était fondé par Héloïse et Abélard, par Pierre Abélard, hein, la scolastique, Pierre Abélard, et au début du XIIe siècle, et au XIIIe siècle, on commence à construire ce qu'on appelle des collèges. Je vais en montrer toute une série, et d'ailleurs la reine Jeanne de Navarre, donc toutes les grandes du royaume, beaucoup de femmes, construisaient leur collège ou finançaient un collège. Alors ce que c'était un collège, avant qu'il y ait des collèges, hein, les enseignements se faisaient un peu partout. Dans des maisons, dans des églises, il n'y avait pas de locaux particuliers. Et les étudiants logeaient où ils pouvaient. Les collèges seront des internats. Hein, donc on verra à la fin de très très beaux bâtiments où les étudiants logent et il y a l'enseignement et le logement. Et c'est gratuit ou c'est comment pour les collèges, c'est gratuit. Il y a le collège de Navarre, donc c'est payé par la reine de Navarre. Par la Navarre, voilà, mais donc il faut montrer ses capacités et on verra. Plus loin aussi le contexte de Paris qui est envahi par des étudiants qui sont extrêmement turbulents. Il y a beaucoup de problèmes. La prévôté à Paris, il y a beaucoup de problèmes avec eux, il y a beaucoup de risques, de rixes, il y a beaucoup de morts, même. Hein, et puis, et donc, ces étudiants, dont certains qu'on appellera les Goliards, ce sont des étudiants qui vont de villes universitaires, ils vont à Bologne, ils vont à Montpellier, ils vont dans les villes universitaires, ces Goliards indisciplinés qui écriront beaucoup des chansons à caractère un peu licencieux. Hein, donc on va en écouter une en latin. Et donc il y a le fameux Codex Buranus, hein, qui est aussi un recueil de ces chansons, dont Karl Orff fera le Carmina Burana. Carmina Burana, ça c'est très très bien. Hein. Je ne sais pas s'il nous passait le Codex Buranus. Hein, ça nous permettrait de faire une pause, non? Oui, on pourrait, ouais. Voilà. Alors le Codex Buranus, on va voir si la régie est calée. S'il nous le dit. Ouais, hein, non, pas, il va se caler, Tu vois? Ouais. Juste avant. Alors, ce Codex Buranus, je n'ai pas pu superposer des traductions, mais ces traductions parlent de cette histoire. Hein, et il nous dira quand il va lancer, je vais lui dire de quoi ça parle. Donc ça parle de vierges
qui sont un petit peu, qui aimeraient bien ne plus être vierges, et puis qui disent, le cœur des vierges, disent, ah bah oui, mais ce qui m'embête, c'est que je veux pas. Donc elle est embêtée parce qu'elle veut pas. Tu vois, elle dit, voilà, mon problème, c'est que c'est justement ne pas y aller, puis bon, à la fin, elle y va quand même, quoi.